Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Vous regardez La Santé Surtout, l'émission qui répond à vos questions santé. Et vous pouvez d'ailleurs nous écrire dès maintenant à maquestion@lasantésurtout.com. Et pour vous répondre, nos spécialistes sont avec nous. Et on accueille pour la première fois, et on est vraiment ravis de vous avoir avec nous, le docteur Ariane Nemni. Bonjour. Vous êtes allergologue, chef de service d'allergologie adultes et enfants à l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois. Et vous êtes également la vice-présidente de la Société française d'allergologie. Autant vous dire que vous ne vous ennuyez pas dans la vie. Non, pas du tout. C'est plein d'occupations. Docteur Bruno Oquendo, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Jessica. Vous êtes gériatre, le gériatre qu'on retrouve partout sur les réseaux sociaux. Vous cartonnez et on est vraiment content pour vous. Et vous avez sorti un super livre, je le présente à chaque émission, je suis totalement fan. Mes parents vieillissent. On trouve vraiment tout ce qu'il faut savoir pour accompagner un proche âgé au quotidien aux éditions Vuibert. Juste à vos côtés, le docteur Romain Deblic est avec nous également. Bonjour docteur Deblic. Vous allez bien, vous êtes en forme ? Très bien, parfaitement, tout va bien. Pour le moment, tout va bien. Pour le moment. Mais dans quelques secondes, vous allez être rouge comme une tomate. Pour la simple et bonne raison qu'on a un petit problème à régler tous les deux. Ah, dites-moi. Je n'ai pas le droit de le dire normalement. J'ai interdiction totale d'en parler. Mais on va avoir un souci. Comment vous dire ? Comment lui dire ? Ma mère est totalement amoureuse de vous. Mais folle, dingue de vous. Comment vous dire ? Je suis heureux de le savoir. Content de le savoir. Ça vous émoustille un petit peu, on a l'impression ? Non, mais je suis ravi. Elle ne loupe aucune émission. Elle est devant sa télé tous les soirs à 18h. Enfin, en tout cas, quand c'est vous qui êtes parmi nous. Félicitations. Merci. Je vous préviens tout de suite, je ne veux pas que vous soyez mon beau-père. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Ça ne risquera pas. Avec nous également le docteur Thierry Firobe, médecin urgentiste. Bonjour Jessica. À l'hôpital Foch. Absolument. Et avec vous, on va parler de toutes les urgences du quotidien. Celle que vous voudrez. Et bien, on commence tout de suite avec le docteur Ariane Nemni, qui a une question d'une Ariane également, 29 ans de Beaune. Mon fils de 4 ans est allergique à la pomme. Est-ce qu'il existe un traitement ? Alors, avant de décider d'un traitement, en fait, il va falloir déterminer quel est ce type d'allergie. Donc, la plupart du temps, il s'agit d'une allergie croisée et d'une allergie croisée avec les pollens de bouleau principalement. Et donc, oui, effectivement, il va falloir faire le point aussi bien sur les allergies respiratoires que sur les allergies alimentaires associées à cette éventualité d'une allergie à la pomme. Et effectivement, on peut proposer des traitements aujourd'hui qui sont des immunothérapies à la pomme, qui permettent de tolérer à nouveau la pomme et de tolérer à nouveau d'autres aliments qui appartiennent à la même famille. Et c'est des traitements qui durent combien de temps ? Ce sont des traitements qui vont durer plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis ensuite qui sous-entendent qu'il va falloir consommer régulièrement l'aliment pour garder cette tolérance et qui est amené aussi sur d'autres aliments s'il y a d'autres aliments impliqués. Bien. Une question maintenant pour vous, docteur Oquendo. Fabien, 45 ans de Tours. Mon père chute souvent la nuit quand il va aux toilettes. Comment l'éviter ? Alors, Est-ce qu'on peut l'éviter ? C'est une bonne question. Alors déjà, moi j'entends chute, j'entends alerte. Ah oui, on a vu dans une autre émission qu'effectivement, il y avait une règle à retenir. C'est toujours bien de le rappeler. Il faut toujours en réalité voir quelle est la cause de la chute. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand on chute une fois, on a 20 fois plus de chances de chuter par la suite. Et donc, il faut trouver les causes. Par exemple, là, si c'est la nuit, on peut se dire que la personne âgée va se lever et puis peut-être que sa tension artérielle baisse tout d'un coup et fait un malaise de manière régulière. Ça s'appelle l'hypotension orthostatique. Ça peut être aussi parce que le chemin jusqu'aux toilettes est encombré, donc il peut se prendre les pieds dans le tapis. Ça peut être également parce qu'il voit mal, il a une pathologie ophtalmo. Et à ce moment-là, il ne voit pas vraiment le chemin jusque là-bas. Et puis, chez une personne âgée, un homme âgé, eh bien, on a souvent des problématiques de prostate. Et à ce moment-là, peut-être que c'est vraiment urgent d'atteindre les toilettes. Et donc, il faut aller très, très vite vers ces toilettes. Donc voilà, là, j'ai cité quelques causes qui sont fréquentes. Mais le plus important, c'est de trouver quelle est la cause, ou même quelles sont les causes la plupart du temps. Et pour ça, il faut faire un bilan de chute. Il faut faire un bilan de chute. Vous pouvez le faire auprès d'un gériatre, mais aussi auprès de votre médecin généraliste. Essayez de voir s'il a fait un stage d'au moins 6 mois en gériatrie, c'est toujours un plus. Et bilan de chute, on le rappelle, c'est à partir de 2 chutes par an. C'est à partir de 2 chutes par an, effectivement. Une question maintenant pour le docteur Romain Deblic. Caroline, 52 ans, d'Évreux. Quelle est la meilleure activité physique pour les artères ? Alors, déjà, ce qui est bon pour les artères, c'est de faire de l'activité physique.
Souvent, c'est des activités physiques d'endurance modérée. Si on devait en citer une, je dirais c'est la marche. Donc c'est la marche à un rythme plutôt rapide, une marche quotidienne, environ une trentaine de minutes. C'est pas la marche comme on fait quand on va aller se balader ou se promener au bord du lac. Il faut vraiment que ce soit rythmé, donc une trentaine de minutes, au moins 5 jours par semaine. Et c'est ça qui va permettre d'améliorer vraiment la qualité et la souplesse des artères et de diminuer la tension artérielle. Est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qui est très mauvais pour les artères? Bon, le tabac peut-être. Le tabac, après Ouais. c'est... La liste est longue. La liste est très très Ah longue. oui. Entre le tabac, la mauvaise hygiène alimentaire. Après, certains sports aussi peuvent être à éviter, comme des sports qui sont avec des impacts un petit peu trop brusques pour Sport les de artères. combat, rugby? Non, plutôt l'haltérophilie, Ah oui. les sports de soulevé comme ça, c'est pas D'accord. très bon pour les artères. Mais ce qu'il faut privilégier, c'est vraiment les sports d'endurance. Alors que ce soit, si c'est pas la marche, ça peut être la natation, ça peut être le vélo, le jogging. Ça, c'est très très bon, mais l'important, c'est quand même de bouger et de faire de l'activité physique pour ces artères. Une question pour vous, docteur Thierry Firobe. Josiane, 74 ans, de Cogolin. Je me suis tordu la cheville ce matin. Elle est toute bleue et gonflée. Est-ce que je dois aller aux urgences? Alors, Josiane de Cogolin, bonjour. Est-ce que si vous n'arrivez pas à mettre le pied par terre, que vous n'arrivez pas à marcher, oui, il faut aller aux urgences. Si votre cheville elle est toute gonflée, juste gonflée, pas bleue, et que vous arrivez quand même à mettre un pied devant l'autre, vous pouvez parfaitement aller voir votre médecin généraliste qui n'aura pas forcément besoin de vous faire une radio. Mais à partir du moment où c'est tout bleu, tout gonflé d'un coup et que vous ne pouvez pas faire plus de 3 pas sans vous appuyer quelque part et sans vous arrêter, il faut aller aux urgences pour faire une radio et vérifier qu'il n'y ait pas une fracture de cheville en dessous. Et aux urgences, on fera le nécessaire, effectivement. Vous aussi, vous pouvez nous écrire à maquestion@lasantésurtout.com. Une question maintenant pour le docteur Oquendo. Christophe, 42 ans, Damien. Est-ce que faire du sport après 80 ans n'est pas dangereux pour le cœur? Justement, en fait, c'est la sédentarité qui est dangereuse en soi. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'activité physique, c'est important à tout âge. Et on peut commencer à tout âge. Mais il y a 2 choses qui sont importantes. C'est qu'une activité physique, elle doit être progressive et adaptée. Parce qu'au cours de la vie, on a des pathologies qui s'ajoutent au vieillissement normal. Et à ce moment-là, il faut qu'on adapte cette activité physique pour ne pas se blesser. Et puis après, si on n'a jamais, par exemple, fait de course à pied, je pense que aucun d'entre nous va démarrer un 20 km comme ça du jour au lendemain. Donc il faut être progressif pour ne pas se blesser aussi. Le jardinage, c'est une excellente activité physique. C'est vrai, c'est totalement une le cas. excellente activité physique que les grands-pères et les grands-mères font volontiers dès qu'ils ont un carré de verdure. Justement, on parlait de 30 minutes par jour d'intensité modérée. Ça peut être effectivement le jardinage, ça peut être une marche-pied, comme vous avez dit, assez rapide. Et puis, ça peut être aussi un vélo d'appartement ou même un pédalier. Il y a plein de façons de faire. Faire du sport sans forcément s'en rendre compte, sans que ce soit une corvée pour ceux qui n'aiment pas le sport. Et qui puisse s'intégrer dans le quotidien Oui, c'est ça. De la personne. Et pas d'haltérophilie parce que c'est pas bon pour les artères. Ouais. C'est bien, docteur Firobe, vous avez bien retenu. Même à 80 ans. Très bien. 80 ans. Allez, docteur Ariane Nemni, Hélène, 31 ans, de Collioure. Ça me picote quand je mange des tomates ou des aubergines. Est-ce que ça veut dire que je suis allergique? Alors non, a priori, les tomates et les aubergines font partie d'un groupe d'aliments que l'on appelle les aliments histaminolibérateurs et donc qui vont faire libérer par les cellules sous la peau de l'histamine qui va faire gratter et qui peut même donner des rougeurs. Donc non, il n'y a pas véritablement d'allergie. Alors il peut y avoir bien sûr une allergie à la tomate ou une allergie à l'aubergine, une vraie allergie IgE-médiée d'origine immunologique cette fois-ci, mais d'abord c'est exceptionnel et puis ça nécessite un interrogatoire et un bilan vraiment très approfondi. Mais non, ce sont des aliments histaminolibérateurs comme peuvent l'être également le chocolat, les fraises. On connaît l'urticaire aux fraises, ce n'est pas une allergie aux fraises. J'ai une question pour vous. Oui, docteur Firobe. Vous aussi, vous avez une question pour le docteur Nemni? En fait, moi, je mange régulièrement du chocolat pour éviter, pour me désensibiliser en permanence. C'est une très bonne chose. Ça fait une immunothérapie orale. C'est plus facile d'accès que le foie gras. Le foie gras, j'aime bien aussi, mais c'est plus compliqué. C'est une très bonne chose.
C'est validé par le docteur, vous pouvez bon, continuer. c'est le droit. Oui, c'est bon. Et moi aussi, j'ai une autre question. Oui. Je me demandais quelle est l'allergie qu'un allergologue, vous en l'occurrence, Oui. n'aimerait avoir pour rien au monde. Vraiment la pire allergie possible où vous dites, mais vraiment, je la souhaite à personne celle-là. Ce sont les allergies alimentaires qui sont redoutables, qui ont Ouais. un impact sur la qualité de vie extrêmement important et qui ont un risque, qui sont à risque vital, Ouais. donc avec un risque de faire de l'anaphylaxie qui peut aller parfois, heureusement, rarement jusqu'au décès. Donc voilà, ce sont les allergies alimentaires, quelles qu'elles soient. C'est le déclenchement d'une allergie alimentaire à l'âge adulte, parce que ça existe, et ça serait vraiment... Ça serait vraiment terrible. Et vous, d'ailleurs, docteur Firob, aux urgences, vous avez des patients allergiques qui arrivent en urgence. Oui, on en a plein. On en a plein. Pour juste raconter une anecdote, j'ai arrêté un train en race campagne pour que le SAMU vienne chercher une jeune femme qui avait décidé de manger des noix, alors qu'elle se savait allergique aux noix, mais là, elle avait envie de noix, donc elle a décidé de manger des noix dans le train. D'accord. Donc le SAMU est venu la chercher, donc elle nous a fait le début d'œdème de Quink en race campagne. C'était charmant. Ouais, ça peut être assez impressionnant. C'est assez impressionnant, Ouais. ça peut être sévère. Et voilà, donc ça sous-entend une prise en charge, un régime extrêmement serré, faire attention aujourd'hui dans une société où l'alimentation a pris une très grande ampleur, notamment chez les industriels et avec des nouveaux goûts. Donc du coup, c'est vraiment très très difficile de déclencher une allergie Et alimentaire. les conservateurs. Et entre autres, mais ça... Et on ne devient jamais allergique à son mari ? Il a besoin d'être rassuré. Docteur Nemni ne se prononce pas, vous avez remarqué, quelques réserves quand même. C'est peut-être pas immunologique, mais c'est un autre D'accord. mécanisme. Et le docteur Deblic a une question J'avais aussi. une petite question sur justement les tests d'allergie et des tests spécifiques. Oui. Est-ce qu'il y a des tests spécifiques d'allergie au con ? Ah, ça c'est une question qu'on se pose tous. Ça existe. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. Alors les tests cutanés, non. Les bilans biologiques, non. Mais les évaluations, peut-être, les évaluations un petit peu intellectuelles peuvent aider. Faut creuser la piste alors. Il y en a certains qu'on reconnaît de loin quand même. Ça donne Très, une très réaction bonne question. violente. Hein, la C'est bon. Très 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 bonne question. Ils peuvent terminer aux urgences. Justement, on reste dans le domaine des urgences. Merci beaucoup, docteur Deblic, pour cette magnifique perche. Docteur Firob, Anaïs, 32 ans, Arles, elle vous dit « Mon père est aux urgences depuis tout à l'heure. » Alors là, attention, ça devient sérieux. On parle d'ailleurs de lui faire une ponction lombaire. Pourquoi et qu'est-ce que c'est exactement ? Aux urgences, ils viennent parce qu'ils ont mal à la tête, parce qu'ils ont peut-être de la fièvre, parce qu'ils vomissent, parce que... si on lui a proposé une ponction lombaire, c'est qu'on pense qu'il a soit une méningite, soit une hémorragie méningée, un saignement dans la tête qu'on ne verrait pas au scanner. Et il y a d'autres maladies plus rares pour lesquelles on va faire une ponction lombaire en urgence, aux urgences. Mais je ne sais pas quel âge a son papa, mais en général, les maladies neurologiques, genre sclérose en plaques, polyradiculonévrite, c'est chez des gens un peu plus jeunes. Donc moi j'aurais tendance à penser qu'on cherche une méningite et qu'on cherche un saignement intracrânien. Voilà. Après la ponction lombaire, c'est pas ce qu'on préfère faire à un patient aux urgences parce que c'est pas non plus un examen très sympa. Mais c'est un examen extrêmement nécessaire quand on en a besoin. Autre question, docteur Deblic, Stéphanie, 49 ans, de Cannes. Est-ce que le fait de rester debout longtemps et souvent peut favoriser l'apparition de varices ? Alors, tout à fait. C'est vrai que le fait de rester immobile, debout ou même assis, au travail, toute la journée devant son ordinateur, par exemple, ça peut favoriser l'apparition donc de varices, ce qu'on appelle l'insuffisance veineuse. Alors, le mécanisme, c'est quoi ? C'est qu'en fait, quand on est debout ou assis de façon prolongée, on ne va pas utiliser les muscles des mollets. Et les mollets, en fait, ils vont servir comme une pompe qui va permettre au sang veineux de remonter des pieds vers le cœur. Et le fait de rester complètement immobile, de façon prolongée, assis ou debout, il va y avoir une stase. Donc en fait, le sang veineux il va stagner dans les veines et il va détruire ce qu'il y a à l'intérieur des veines. Il y a des petites valvules anti-reflux pour lutter donc, contre la gravité. Et en fait, ces valvules, elles vont se dilater, s'abîmer et le sang, il va stagner dans les veines, élargir les veines et abîmer donc les veines des membres inférieurs et créer des varices dans le futur.
Donc c'est pour ça que c'est très important quand on a un métier, notamment où on est souvent debout, on piétine, mais on ne marche pas vraiment, où on est assis devant son ordinateur, c'est de se lever tous les 3 quarts d'heure, toutes les heures, et d'aller marcher un petit peu pour faire marcher la pompe que sont les mollets pour favoriser le retour veineux. Est-ce qu'il y a une génétique qui va favoriser tout ça? Oui, oui, tout à fait. Alors il y a une génétique, il y a dès qu'on a un parent qui a des varices, par exemple, Oui. il y a une hérédité dedans. C'est sûr que quand on est une femme, on a eu un des parents qui a eu des varices, on a 2 fois plus de risques d'avoir des varices. Mais ça ne fait pas tout. Il y a le terrain et comme tout, ensuite l'hygiène de vie, les facteurs de risque qui vont amener à développer des varices. À partir de quel âge on peut voir apparaître des varices? Très jeune. Ah oui, assez jeune, oui. Ah oui? Ah oui, moi j'ai des... Jeune, c'est quoi, 20 ans, 25 ans? 20 ans. Ah oui, 20 ans, ah j'ai oui, déjà opéré jeune. même des mineurs de varices. Ah oui, avec des gros... Ouais, ah oui. Ça n'arrive pas qu'aux patients C'est âgés. ça. Alors souvent, les gens ils vont mettre leurs varices de côté pendant des années pendant qu'ils travaillent. Et puis arrivé après à l'âge de la retraite, ils vont se dire « Ah, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je dois m'en occuper ». Et là, ils trouvent le temps de s'en occuper. Mais il y a plein de jeunes qui ont des varices et qui veulent se faire traiter de ces varices et qu'on s'en occupe. Docteur Oquendo, il y a Léa, 22 ans de Poitiers, qui vous dit quels sont vos conseils tout simplement pour vivre vieux et bien. Donc, Elle commence tôt, 22 alors, ans quand même 22 Léa. ans, mais c'est bien, parce qu'en réalité, c'est le début du vieillissement. Le début du vieillissement, c'est à partir de 25 ans, 25, Non, 30 mais ans. c'est pas possible. Ah, c'est-à-dire qu'on Ah, ça a foutu un coup de moins bien au docteur Debrick. J'ai pris un petit coup de vieux là. Parce que voilà, il y a toute la période de l'enfance, la maturité, et puis après, on commence à vieillir. Et en fait, le vieillissement, c'est quelque chose de très, très doux, très, très progressif. En réalité, le vieillissement est tellement progressif qu'on ne voit pas vraiment les signes. C'est à 40, 50 ans, 60 ans qu'on commence à les voir un peu plus. Et quand on fait attention, on dit « mais ils sont déjà là ». Mais en fait, c'est quelque chose de très, très progressif. Et puis, en fait, il y a quelque chose de très intéressant sur le bien vieillir, c'est qu'il y a une part de génétique. On ne va pas tous vieillir de la même façon. Alors, sur ce plateau, je ne vais pas me faire d'ennemis. Très bien vieillir. Mais en soi, il y a la génétique et il y a le mode de vie. Donc, faire attention à son alimentation, faire de l'activité physique, faire attention à son sommeil, et aussi quelque chose qu'on est en train de faire là actuellement, favoriser les liens sociaux. Ça, c'est très important pour bien vieillir. Et après, il y a une définition de l'OMS que j'aime bien, c'est qu'est-ce que c'est un vieillissement réussi, un vieillissement en bonne santé. En fait, un vieillissement en bonne santé, c'est un vieillissement où on a la capacité fonctionnelle justement de pouvoir faire ce que l'on veut. C'est-à-dire que si on adore faire le jardinage, pouvoir continuer à le faire à 80 ans, à 90 ans ou même plus tard, ça correspond à un vieillissement qui est réussi en santé. Magnifique. Mon grand-père, il montait sur le toit en plein hiver avec son échelle pour déneiger le toit, avec ma grand-mère en bas de l'échelle qui lui disait « Denis, tu vas descendre !» Et il n'était pas tout jeune. Ce qu'il voulait, il n'était pas tout jeune, il avait 88 ans, il continuait à monter sur son toit et il se faisait engueuler par ma grand-mère. Il n'y avait pas de problème. C'est un vieillissement réussi pour les deux. Tout à fait. Magnifique. Docteur Firob, Maryse, 57 ans, de Besançon. Mon pouce est rouge, chaud et gonflé depuis 2 jours et ça me fait de plus en plus mal. Je fais tremper plusieurs fois par jour dans du vinaigre, mais ça me lance toujours. Que faire ? Maryse, j'ai l'impression que vous n'allez pas tarder à voir le docteur Firob, pour de vrai. Oui, Marie, parce que d'abord, le vinaigre, je ne suis pas certain de l'efficacité du vinaigre. Les remèdes de grand-mère, c'est pas son truc. Je ne sais pas ce que vous avez fait avec votre pouce, Maryse, mais vous avez bien dû tirer une peau ou vous blesser un petit coup. Il doit y avoir une porte d'entrée quelque part. Et si au bout de 2 jours, vous n'avez pas trempé dans le bon truc, mais si au bout de 2 jours, ça ne guérit pas, effectivement, ça vaut le coup d'aller montrer ça à un urgentiste. Pour vérifier qu'il n'y ait pas de collection, qu'il n'y ait pas de geste chirurgical à faire, qu'il n'y ait pas de complications. Et donc venez nous voir, Maryse, venez nous voir. Vous n'avez pas assez de patients, docteur Firob, vous vous ennuyez? Mon travail, c'est quand même de soigner des gens. Donc là, elle ne va pas y arriver toute seule. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir. On entend tellement « ne venez pas aux urgences » que là... Non, il faut qu'elle aille voir. Elle va voir son médecin si elle veut, mais il va falloir probablement qu'on s'adresse à un chirurgien de la main pour s'occuper de son doigt si jamais il y a une collection, si jamais... Donc ça veut dire que ça peut être un panari en gros?
Bah oui, c'est un panari, oui. Ça, c'est sûr, il y a C'est pas la de... définition du panari, c'est une infection d'une partie de la main avec une porte d'entrée quelle qu'elle soit, et il y a des grands degrés de variation et des facteurs favorisants pour peu qu'elle soit diabétique ou sous cortisone ou sous... Voilà, donc... Alors non, justement, Maryse, venez. pour le panari, on croit toujours que c'est autour de l'ongle parce qu'on tire des petites peaux, tout ça, mais en fait, le panari, c'est important de le dire, ça peut être partout sur la main, Toute la main. et ça peut même être au pied. Alors oui, mais c'est plus la définition. Mais on peut essayer de faire à peu près les mêmes tableaux au pied en sachant que il est plus rare de se tirer les peaux au pied, il est plus rare de se blesser au pied avec une aiguille ou un rosier. C'est moins fréquent au pied. L'ongle incarné est un fournisseur d'infections au pied, mais voilà. Ok, donc en tout cas, Le diabète. faut pas laisser traîner. Avant notre quiz, 2 petites questions, mais alors super rapides pour finir. Romain Deblic, Séverine, 33 ans, Bayonne. Ma mère s'est faite opérer de ses varices. Est-ce que vous pensez que je vais en avoir aussi? Alors, je vais répondre succinctement et rapidement, Jessica. Donc, comme on disait un petit peu plus tôt, il y a une hérédité des varices. Il y a une génétique et une prédisposition à développer des varices si on a des parents qui ont eu des varices, mais ça ne fait pas tout. Donc, ça va être après le mode de vie, comme le fait de rester immobile, comme on disait un petit peu plus tôt. Donc, pour lutter contre ça, il faut donc avoir une activité physique, il faut porter par exemple des bas de contention, il faut marcher, mais ce n'est pas parce qu'on a eu des parents qui ont été opérés de varices qu'on aura forcément des varices. C'est rassurant. Et on termine avec vous, docteur Nemni, Martin, 26 ans, Toulouse. Je suis allergique à la cacahuète, ce qui est assez fréquent d'ailleurs, mais on m'a dit qu'il ne fallait pas que je mange de fruits à coque. Quel est le rapport? Alors, le rapport, c'est qu'il peut y avoir une réactivité croisée avec certains fruits à coque, parce qu'il y a des protéines dans l'arachide qui ressemblent aux protéines que l'on va retrouver dans les fruits à coque principaux étant la noisette, l'amande, la noix de pécan, la noix de cajou, et la pistache. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la cacahuète appartient à une famille qui s'appelle les légumineuses. Donc ce n'est pas un fruit à coque et elle peut croiser avec effectivement des fruits à coque. Donc ça, c'est le bilan allergologique qui va le déterminer et peut-être même de savoir si le patient en mange déjà ou pas du tout, etc. Donc il y a tout un bilan et un interrogatoire à avoir avec tout le bilan allergologique. Mais là, c'est hyper compliqué parce que dans les magasins, partout, on voit sur les emballages fruits à coque peut contenir des fruits à coque. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient attentifs aux étiquettes. Alors, il faut qu'ils soient attentifs aux étiquettes pour savoir, effectivement, dans la liste des ingrédients, on a 14 allergènes à déclaration obligatoire dans la liste des ingrédients. Les étiquetages de précaution dans les grands groupes industriels qui fabriquent des gâteaux, des chocolats, etc. La plupart du temps, les traces sont à peu près contrôlées, bien qu'il peut y avoir quand même des traces pour les gens très, très allergiques qui peuvent réagir, mais c'est quelque chose d'assez rare. C'est vraiment ce qui est contenu dans le produit au niveau de la liste des ingrédients qui est très important. Vous l'avez attendu depuis le début, c'est maintenant le moment du quiz. Alors c'est votre première parmi nous, docteur Nemni. 3 questions un peu insolites, un peu rigolotes, mais très sérieuses. On apprend vraiment des trucs. Ah bon? Alors concentrez-vous. Docteur Firob, regardez comme il est concentré. Vous avez vu ça? Il est hyper concentré, il est au taquet. Sur le fait que j'apprenne des trucs, parce qu'en fait, je me suis fait de rien. C'est parce que je vieillis. Allez, première question. Comment se nomme la peur, la phobie d'enfanter? La peur de la douleur de l'accouchement et des complications médicales. Vous avez 3 choix. Tocophobie, trypophobie ou phobophobie. La peur d'enfanter. Ça existe. Moi, je dis la une. La première, c'est quoi? Tocophobie. La deuxième, c'est trypophobie. Ou enfin, phobophobie. Entre la 1 et la 3. Vous pouvez jouer chez vous Je aussi. vais dire comme Thierry Elle a la une, 3, même si je mais suis pas vraiment très par bon, hasard. j'ai séché le grec. Oui. Toko, ça doit être... ouais. Un hasard Toko. total, je dirais la 3, mais voilà. C'est bien, il faut toujours se démarquer. La 1, je pense, quand même. La une. Coco. Eh bien, effectivement, c'était la bonne réponse. Il est trop fort, ce docteur Firob. Ouais, parce que les tocolytiques, en fait, c'est les médicaments qui servent à empêcher l'accouchement. Donc justement, quand les femmes ont des Ah, contractions, malin, quand malin. un peu trop tôt, on leur donne des tocolytiques pour empêcher ça. Très, très bien. Allez, deuxième question. Quel est le pourcentage d'hommes vivant seuls
qui ne changent pas de slip tous les jours, Ah. voire même Voire même une une fois par semaine. Les hommes célibataires, enfin, en tout cas ceux qui vivent seuls. Hein. Alors vous avez quand même 3 possibilités. Vous êtes en train de dire que ceux qui ne sont pas célibataires changent plus souvent de slip parce Je que suis leur pas femme sûre. contrôle. Je suis c'est pas, ça que vous voulez dire. ça c'est pas impossible. Hein. Allez, 3 possibilités, 41%, 15%, 73%. Le pourcentage d'hommes vivant seuls qui ne changent pas de slip tous les jours, loin de là. Jour. 15%. Allez, avouez, 15%. avouez, docteur Deblic. Alors, si on le retourne, ça compte ou pas? Comme un nouveau. Ah, il y a des petits malins. Bon alors, vous avez une petite idée quand même ou pas? 15%. 15% parce que Oh, le comment il troisième minimise. Les hommes vivant seuls. Hein. Il minimise, sérieusement. Ah oui, Les hommes vivant seuls. 15%. Ça doit majorer le pourcentage. Moi, je dirais Moi, je 41. pense, moi, je mets 60. Vous savez combien 73. Allez. Ah, ça sent le vécu. Ouais, non, ça sent pas le vécu. Je me dis Ah bon. qu'après tout, Ah étant bon. la seule femme à qui vous posez cette 41. question. C'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Et la bonne réponse, c'est encore pour le docteur Oh là Firob. là, mais qu'il est fort. Hein. Qu'il est fort, ce docteur Firob. Non mais vous avez vraiment regardé mes fiches ou pas c'est regardé. pas du tout, pas cette fois. Promis. Et alors quand même, juste pour vous faire plaisir, messieurs, chez les femmes, d'après vous, c'est combien? Les femmes qui vivent seules et qui ne changent pas de petites culottes très régulièrement? 33. 33. Ah ouais, carrément. Voilà. Dites 33. Ah ouais. Moins de 10%. Ouais, 10%. Moins de 10%. Ah, j'aime bien. Docteur Firob. Bon, je dirais moins que les garçons, mais tout Bien moins, bien moins. 15%. Ah, bah, Bravo à vous, il n'y a rien à gagner, mais ça fait plaisir quand même. Allez, troisième question et dernière. Combien de personnes éternuent dès qu'elles sont exposées à une lumière vive? Donc ça peut être le soleil, ça peut être la lampe chez l'ophtalmo. C'est un vrai truc, hein, pour le coup, on rigole, mais c'est un vrai syndrome. Hein. Ça s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, HO ou HO, ACHOO. Et donc, c'est un réflexe photosternutatoire. Et donc, ça arrive forcément chez un pourcentage de gens. Donc, ces personnes qui éternuent parce qu'elles sont un petit peu éblouies par la lumière. D'après vous, entre 2 et 8%, 18 et 35% ou 65 et 80%. Comme Thierry. Bah oui, il gagne à tous les coups. Donc, bien vu, Non, docteur mais Deblic. c'est pas la règle. La règle, c'est que c'est moi qui demande l'avis Ah du oui, pardon. spécialiste. La base. C'est vrai. D'ailleurs, Bon, alors, je demande l'avis du la vie des spécialiste. spécialistes, alors. oh bah là, c'est pas de l'allergie. Pas du Donc, tout, pas c'est du un tout, pas du réflexe, tout. hein. Pas du tout. Et moi, je me situerais au milieu, moi. Ah oui. Oui. Pareil, 18-35. Ah, ouais. Moi, je dirais entre 2 et 8%. Non, Alors moi, je redis le plus petit, moi. Plus petit, c'est entre 2 et 8. Bah, oui, Ça peut être je- 7%. Ça peut être cette Parce que oui, le docteur Oquendo a vraiment, c'est votre chiffre porte-bonheur le 7, je crois. important, hein. Ouais. Eh ben non, désolé, c'est entre 18 et 35%. Bravo, docteur Nemni. Effectivement, l'explication, c'est que le cerveau interprète en fait faussement ce signal visuel comme une irritation nasale et donc ça déclenche l'éternuement. Lumière égale j'éternue. Voilà, vous avez appris plein de trucs, vous voyez, docteur Firob. On devrait voir des gens éternuer en permanence, en fait. Mais, eh bien justement, des gens éternuent, mais on ne sait pas forcément que c'est pour cette raison. Ah oui, d'accord. Vous les observerez différemment dorénavant. Avant de se quitter, Oui. docteur Nemni, en tant que présidente, vice-présidente de la Société française d'allergologie, vous allez avoir un gros mois d'avril. Un très gros mois d'avril, d'abord parce que la saison des pollens bat son plein, et puis parce que c'est les dates du 21 au 24 avril du congrès francophone d'allergologie, avec sur la santé globale défi du 21e siècle cette année, avec de très belles présentations et de très belles mises au point sur toute l'avancée de l'allergologie aujourd'hui. Donc ça sera à la Porte-Maillot, au Palais des Congrès. Donc c'est un congrès qui réunit plus de 3000 allergologues francophones et voilà, donc il sera relayé sur tous les dans les médias également, et au niveau de la presse. Donc pour suivre les avancées de l'allergologie. Absolument. Et Dieu sait qu'il y en a. Et il y en a énormément. Ça évolue. Et ça a énormément évolué.
C'est super. Et ben, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Avec vous serez plaisir. toujours Avec la plaisir. bienvenue. Merci à vous 4 pour votre participation à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant nous envoyer vos prochaines questions. maquestion@lasantésurtout.com. Rendez-vous vendredi prochain, même heure sur Top Santé. À bientôt. D'ici là, vous pouvez retrouver également le gériatre sur tous les réseaux sociaux. Vous retrouvez également le docteur Deblic au bloc et le docteur Firob aux urgences. Souvent. Et vous, on sait qu'on peut vous retrouver au congrès des allergologues. Absolument. Si vous avez adoré cette émission, elle est rediffusée. J'en connais une qui va la regarder. On se demande pourquoi, n'est-ce pas, maman? Le docteur Deblic sera bien avec nous toute la semaine. Rendez-vous à 18h. Et n'oubliez pas, d'ici là, la santé surtout. À bientôt.